Alors aujourd'hui, on va se plonger dans un conte assez classique qui parle d'ambition, mais surtout de tentation. C'est l'histoire d'un jeune prince, un prince tellement, mais tellement sûr de lui, tellement convaincu de sa propre force, qu'il va se lancer dans une quête complètement folle. Rien de moins que trouver le mythique jardin du paradis. Et pour bien saisir qui est ce prince, il faut vraiment commencer par sa conviction la plus profonde. Voilà ce qu'il se disait depuis tout petit. Si ça avait été moi à la place d'Adam, eh bien ça ne serait jamais arrivé. Le péché, jamais il ne serait entré dans le monde. Il était persuadé, mais vraiment, d'être plus sage, plus fort qu'Adam. Il n'aurait jamais, au grand jamais, succombé à la tentation. C'est cette certitude, cette espèce d'arrogance, qui va être le véritable moteur de toute cette histoire. Imaginez un peu le tableau. Ce prince, il a accès à tout le savoir du monde connu, une bibliothèque gigantesque, où chaque pays, chaque peuple, tout y est décrit. Mais, il y a un mais. Un seul livre manque à l'appel. Lequel ? Eh bien celui qui pourrait lui indiquer comment trouver le jardin du paradis. Et ce vide, ce trou sur la carte, cette absence, ça n'a fait qu'attiser son obsession. C'est devenu une véritable fixation. Et donc, un jour, le voilà qui s'aventure seul dans la forêt. La nuit tombe, et avec elle, une pluie, mais une pluie torrentielle s'abat sur lui. Il est dans le noir complet, trempé jusqu'aux os, épuisé. Il glisse sur les pierres, il est à deux doigts de s'évanouir, et c'est là qu'il aperçoit une lueur, une caverne, et à l'intérieur, un feu qui crépite. Alors, à l'intérieur, il tombe sur une femme âgée, mais attention, une femme d'une force assez surprenante. Elle se présente, c'est la mère des vents. Elle lui explique qu'il est tombé pile dans l'antre de ses fils, les 4 vents du monde, et qu'il ne devrait plus tarder. Bon, là, le décor est planté, on sent que la rencontre qui s'annonce va tout changer. Et voilà qu'ils arrivent, l'un après l'autre. Ses fils font une entrée fracassante, c'est le mot. D'abord, le vent du nord, glacial, qui raconte comment il a broyé des navires dans la glace. Ensuite, le vent d'ouest, un vrai sauvage, qui décrit comment il a déraciné des forêts entières. Après lui, le vent du sud, tout droit venu d'Afrique, qui se vante d'avoir enseveli une caravane sous le sable. Et puis, il y a le vent d'est. Lui, il est plus calme, plus posé. Et il mentionne, comme ça, l'air de rien, son prochain voyage vers le jardin du paradis. Alors là, évidemment, le prince retient son souffle. C'est le moment qu'il attendait depuis toujours. Le vent d'Est explique tranquillement qu'il se rend au jardin tous les 100 ans et que, coup de chance, le moment est venu et il propose au prince de l'accompagner. C'est juste une offre inespérée, la chance de toute une vie pour enfin accomplir sa quête. Le prince finit par s'endormir. Et à son réveil, la surprise est totale. Il n'est plus dans la caverne. Il est dans les airs, porté sur le dos du vent d'Est. L'incroyable voyage a bel et bien commencé. Et ça monte, il s'élève si haut que le monde se transforme complètement sous leurs yeux. Les paysages en bas ne sont plus qu'une immense carte géographique, une sorte de tapis de couleurs. Et les clochers, tout petits, ressemblent à des points de craie sur un tableau noir. Et quand la nuit tombe, le spectacle devient carrément féerique. Les villes commencent à s'illuminer, en bas, créant une espèce de constellation de points brillants, fragiles, éphémères, un peu comme des étincelles sur du papier qui se consument lentement. Le prince, évidemment, est complètement fasciné par cette vision. Leur vol continue, à une vitesse folle, rapide comme l'éclair. Ils filent au-dessus des forêts, des océans, et bientôt, ils aperçoivent les sommets enneigés de l'Himalaya. C'est à ce moment-là que le vent d'Est lui annonce qu'ils approchent enfin de leur destination. Le voyage s'achève, mais pas comme on pourrait l'imaginer. Ils arrivent devant une caverne glaciale. C'est un passage obligé. Le vent d'Est prévient le prince « Attention, pour atteindre la chaleur et la lumière du paradis, il faut d'abord passer par ce froid mordant, ce qu'il appelle le chemin de la mort. » Mais de l'autre côté, c'est un monde qui dépasse l'imagination la plus folle. Vraiment. Une rivière avec des poissons d'or et d'argent qui y nagent, un pont en marbre, d'une finesse, on dirait de la dentelle, une nature luxuriante partout, où les lions et les tigres jouent ensemble, tranquillement. C'est l'île de la félicité. Et là, une reine fée l'accueille avec un sourire. Le prince, complètement ébloui, demande s'il peut rester. Pour toujours. La fée lui répond que oui, mais que ça ne dépend que de lui. Il y a une seule règle, une seule épreuve, qui aura lieu chaque soir. Elle lui dit « Je t'appellerai, mais tu ne devras surtout pas me suivre. Ne t'approche pas de moi. S'il cède, s'il ne serait-ce que s'approche d'elle, tout sera perdu. » Pour cet homme qui se croyait plus fort qu'Adam, c'est ça le test ultime, la grande épreuve de sa volonté. Le vent d'Est s'en va, reparti pour 100 ans. Le prince est seul, face à son destin. Et l'épreuve, elle n'attend pas. Elle arrive dès le premier soir. La tension est à son comble, on s'en doute.
Alors, la question qu'on se pose tous, après cette quête incroyable, après avoir passé son temps à clamer qu'il était meilleur qu'Adam, est-ce qu'il va réussir lui là où le premier homme a échoué? Au moment où l'a fait l'appel, le prince commence à se trouver des excuses, à rationaliser. Il se dit « Bon, il n'y a pas de péché à suivre la beauté juste pour l'admirer. Je contrôle la situation, je suis assez fort pour ne pas enfreindre un interdit. » Et c'est ça qui est fascinant. On voit son arrogance du début qui refait surface. Il se croit au-dessus des règles, capable de jouer avec le feu sans se brûler. La fée lui fait signe, et là, en une seconde, il oublie tout. Sa promesse, l'avertissement, sa conviction de ne jamais pécher, il cède, complètement, instantanément. La conséquence est immédiate, brutale. Un coup de tonnerre terrible retentit. Et là, le jardin, la belle fée, ce paradis merveilleux, tout s'effondre, s'enfonce dans la nuit profonde. Il ne reste plus qu'une petite étoile, très lointaine. En un instant, le prince a tout perdu. Le prince tombe, inanimé. Et quand il se réveille, le rêve est terminé. Fini. Le paradis a disparu. Il est de retour dans la réalité froide et humide de la forêt. Il se retrouve exactement au même endroit, là où son aventure avait commencé, près de la caverne. La mère des vents est à côté de lui, et elle est furieuse. Mais il y a quelqu'un d'autre. Une nouvelle silhouette. Une vieille femme qui tient une faux, avec de longues ailes noires. C'est la mort. Pourtant, la mort n'est pas là pour le prendre, pas tout de suite. Elle prononce son jugement. Elle dit qu'il devra voyager de nouveau dans le monde pour expier son péché, et que s'il devient bon et pieux, alors il pourra entrer au paradis. Le prince n'est donc pas condamné pour l'éternité. Il est renvoyé dans le monde pour une seconde chance, pour expier sa faute. L'histoire, au final, ne se termine pas sur un échec total, mais sur une possibilité de rédemption. La vraie question, ce n'est plus de savoir s'il aurait pu résister, mais plutôt, saura-t-il maintenant devenir digne de ce paradis qu'il a perdu ?